Barthélémy Ngom. À la une, le procès de l'imam Oumar Sall. L'affaire a été retenue pour être jugée ce vendredi. L'imam Sall, dans les liens de la détention depuis le 15 novembre dernier, est poursuivi pour diffamation, insulte par le biais d'un système informatique, acte d'intolérance entre autres. Incendie du marché Saint-Maur des Fossés de Ziguinchor. Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire au chevet des victimes, elle leur a remis une enveloppe de 50 millions CFA et des tonnes de riz au nom du chef de l'État. Prostitution dans les sites d'orpaillage, le phénomène inquiète à Kédougou. 1500 filles prostituées recensées, parmi elles 38 mineurs qui ont été retournées dans leurs familles respectives. Pour la plupart, elles sont de nationalité étrangère. Cleaning Day, opération 7-7, le marché Tilène de la Médina fermé ce week-end, samedi et dimanche. Les commerçants divisés sur la question. Le maire, Bamba Fall, apporte des précisions. Et puis ce séminaire intergouvernemental tenu hier à Paris, la France et le Sénégal ont signé 56 conventions pour un montant de 1500 milliards de francs CFA. Dans ce midi, nous nous intéressons à l'état de la coopération entre les deux pays. L'actualité internationale, Georges Déthié-Diop, le sport, Cher Tidiane Diagne, la presse du jour, lecture commentaire Mohamed Ali Mouba, les énergies fossiles, objet de polémique à la COP28 qui se poursuit à Dubaï, la proposition du Sénégal face aux enjeux, quelle analyse en faire? Rendez-vous dans la rubrique Point de vue. En fin de journal, c'est aujourd'hui la journée mondiale du climat. Aliou Ba est à la technique, bienvenue à tous. D'abord, le procès de l'imam Oumar Sall. L'affaire a été retenue pour être jugée ce vendredi. L'imam Sall, dans les liens de la détention depuis le 15 novembre dernier, est poursuivi pour diffamation, insulte par le biais d'un système informatique, acte d'intolérance entre autres. Nous y reviendrons avec Koumba Sandiane Faye. L'affaire Oumar Sall, justement, le secrétaire national du mouvement des enseignants du PUR, par ailleurs, chargé de la communication du Daïra Moustarchidine Val Moustarchidati, dénonce la sortie du prêcheur qui lui a valu son arrestation. Selon Mahari Mbaye, les propos de Oustas Oumar Sall sont blasphématoires et peuvent saper la cohésion ou la cohabitation religieuse au Sénégal. Mahari Mbaye était l'invité d'RFM Matin ce vendredi. J'appelle vraiment tous les citoyens à la retenue parce que le Sénégal est un pays de paix. Le Sénégal est un pays marqué par une bonne cohabitation religieuse. Le Sénégal est un pays à un islam dominé par un islam confrérique. Et les confréries ont toujours cohabité. Les propos de Oustaz Oumar Sall sont vraiment regrettables parce qu'on peut pratiquer sa religion sans pour autant porter atteinte à la foi des gens. Mais il est allé plus loin. C'est des propos que je considère comme blasphématoires dans la mesure où il a touché la sensibilité, la fibre religieuse, la fibre confrérique de certains disciples, ce que nous regrettons vraiment. Nous lui demandons pour la prochaine fois de savoir raison garder parce qu'il est allé vraiment très loin. La Tidjaniya, c'est une confrérie d'ouverture où les principes de tolérance sont toujours enseignés. C'est des gens très ouverts, c'est des gens très disciplinés, c'est des gens très tolérants, mais qui sont vraiment jaloux des figures emblématiques de la voie et des pratiques de notre voie. Maintenant, s'ils fustigent les Hadratul Juma, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose la philosophie de la Tidjaniya. Parce que le zikr, c'est un principe coranique. Wazkurullah kasiran. Le Coran ne cesse d'inciter les gens à toujours invoquer le Seigneur. Donc, si les Tidjanes donnent une bonne partie de leurs activités, de leurs pratiques culturelles au zikr, à la discipline, c'est conformément au rite de la voie. Pourquoi donc s'attaquer aux Tidjanes? Pourquoi s'attaquer aux mourides? Pourquoi s'attaquer aux chrétiens? Pourquoi s'attaquer aux autres? Cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Soyons partisans de Dieu tout court si nous voulons être en paix. C'était donc les propos de Mahari Mbaye, le secrétaire national du mouvement des enseignants du PUR, qui, je le rappelle, était l'invité de RFM Matin ce vendredi. Il est midi, bientôt 5 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Prostitution dans les sites d'orpaillage, le phénomène devient inquiétant dans la région de Kédougou. 1500 filles prostituées de nationalité étrangère ont été recensées, 163 plutôt filles victimes d'exploitation sexuelle, 38 filles mineures et 7 nourrissons ont été récupérés puis retournés dans leurs familles respectives. Le chef d'antenne de l'ONG La Lumière dit avoir constaté la mort d'un bébé de 3 mois. Alioune Bahoum a tenu ou a donné ces chiffres en marge d'un atelier de formation à l'endroit des journalistes, formation axé sur la traite des personnes. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de ce journal. L'insécurité à Tambacounda, plusieurs cas d'agression, de cambriolage. 3 boutiques ont fait l'objet d'attaques ces derniers jours. Les commerçants pris de panique interpellent les autorités. Pape Ousseynou Diallo.
Une série de cambriolages a été notée depuis quelques jours dans le périmètre communal de Tambacounda. Le dernier en date remonte dans la nuit du mercredi au jeudi. Et c'est une boutique jouxtant la gare routière de Kotiari qui a été la cible des malfaiteurs qui ont emporté 2 postes téléviseurs et divers objets. Souleymane Ndiaye est le propriétaire de la boutique cambriolée par les malfaiteurs. J'ai été appelé vers 6h du matin par un de nos clients qui allait au garage Kotiari pour m'en informer. Arrivé, j'ai constaté effectivement que la porte a été défoncée. Les bandits sont entrés emportant avec eux 2 télévisions écran plat, une petite et une grande, avec une chaise, un seau. Il y avait certes d'autres matériels, d'autres bagages à l'intérieur de la place, mais ils n'avaient pas accès à ces bagages. Ce cambriolage a été précédé de 2 autres dans le même secteur. 2 boutiques appartenant à de grands commerçants ayant pignon sur rue ont été dévalisés par des malfrats qui ont tout emporté avant de battre en retraite. Les populations et particulièrement les commerçants interpellent les autorités pour plus de sécurité de leurs biens. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, RFM. Et nous reparlons de l'incendie du marché Saint-Maur de Boucotte. Nous sommes à Ziguinchor. Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire au chevet des victimes, elle leur a remis une enveloppe de 50 millions de francs CFA et des tonnes de riz au nom du chef de l'État. Thérèse Faye Diouf au micro de Lamine Ba. Nous sommes à Ziguinchor, effectivement, pour apporter le soutien immédiat du chef de l'État pour ces commerçants qui ont vécu quand même des moments très difficiles à la suite de l'incendie du marché de Boucotte. Et le président de la République nous a demandé de venir manifester toute sa solidarité envers ces commerçants victimes de cet incendie et a apporté également une enveloppe de 50 millions pour effectivement permettre à ces commerçants de pouvoir s'assurer les premières charges urgentes. En plus de cela, 10 tonnes de riz ont été remis toujours pour soulager la souffrance de ces victimes-là. En dehors de cela, je voudrais rappeler que le gouvernement a un chantier extrêmement important pour la vie économique au niveau de Ziguinchor, surtout pour le secteur informel et formel, c'est-à-dire la construction en cours du marché de Tilène à travers le programme pour la modernisation des marchés, et c'est sous la tutelle du ministère du Commerce. Et je pense que ce marché en cours de construction est à 95% d'exécution. Une fois finalisé, va permettre au marché de Boucotte, en tout cas, de trouver un essoufflement. Ça va permettre également aux commerçants d'être dans d'excellentes conditions. Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire au chevet des victimes de l'incendie du marché Saint-Maur de Boucotte. C'est à Ziguinchor. Le Cleaning Day, opération 7 Setal, le marché Tilène de la Médina, fermé ce week-end, samedi et dimanche, les commerçants divisés sur la question. Certains dénoncent un manque de communication qui caractérise cette opération pourtant bien appréciée par les clients. Reportage Salimata Aou. Le marché Tilène, avec son brouhaha habituel, vendeurs à la sauvette et automobilistes se disputent les allées. Devant son étal, Margot porte une robe en jean au bord élimé, le cure-dent au coin de la bouche. Elle appréhende cette journée de cette sétale prévue demain. Ils nous ont dit que le marché sera fermé pour 2 jours. C'est très dur. Je quitte Yembel chaque jour pour venir ici à la Médina. Si je dois rester chez moi pendant 2 jours, ce sera très compliqué. Les marchandises risquent de pourrir. C'est vraiment désolant. 2 dures journées pour Aminata. Elle a peur que ce cleaning day n'instaure de nouvelles règles. J'approuve cette idée de cleaning day, mais il ne faut pas chercher des alibis pour nous déguerpir. Il faut nettoyer le marché, c'est vrai, mais pas autre chose. Habillée en blanc, Lala s'approvisionne en légumes. Elle pense que c'est une excellente idée qui doit être pérennisée. C'est un pays en Afrique centrale. Il y a un jour. C'est pour le bien-être de tout le monde. Le marché a besoin d'être désinfecté de fond en comble, vraiment. Les commerçants dans les magasins déplorent le manque de communication. Ils ne savent pas s'ils sont concernés ou pas. Il faut que la communication passe. On ne sait pas si on est concerné ou pas. J'ai juste entendu des amis en parler, mais je ne sais pas réellement.
Mais en tout cas, Le cleaning day démarre demain, samedi, dans la matinée. C'est pour rendre propre ce lieu de commerce en plein centre-ville de Dakar. Salimata, les précisions du maire de la Médina sur cette opération Set-Setal, Bamba Fall, que voici. Le cleaning day officiellement débute le samedi à 9h. La cérémonie officielle a dû se faire le samedi à 9h. Mais au niveau de la Médina, on a anticipé de 72 heures. Depuis hier nuit, on a commencé à procéder à l'enlèvement des épaves parce qu'on a recensé plus de 300 épaves au niveau de la commune. On a commencé depuis hier, donc ça, on va procéder aujourd'hui et demain. En ce qui concerne le nettoiement, ça commence officiellement le samedi et le dimanche. Donc le samedi, c'est pour les quartiers. Le dimanche, c'est pour le marché Tilène en question. Donc, on a convoqué tous les délégués de marché, réunis autour du délégué général Gorgui Diop et les autres délégués. On les a informés sur leur demande même qu'on va procéder au nettoiement du marché Tilène. Parce que depuis 2 ans, on ne l'a pas nettoyé. Donc, certains, ça se comprend. Il y a des gens qui ne veulent jamais fermer du tout, qui veulent toujours vendre nuit et jour. Mais quand même, un moment, il faut arrêter pour qu'on puisse nettoyer. Revoir les installations électriques, parce qu'à tout moment, on entend des incendies au niveau des marchés. Tout le monde est concerné. On ferme les rideaux. On doit nettoyer. On les invite à venir nettoyer. On ne peut pas vendre tous les jours. Vendre le jour de la tabaski, le jour de mars, le jour des élections. Il faut un moment qu'ils s'arrêtent un peu et être des citoyens. Venir au moins participer à cette opération. Donc, ils ont été tous informés. C'est parce qu'ils ne veulent pas fermer. Bamba Fall, le maire de la Médina, sans langue de bois. Les agents d'appui forestier des eaux et forêts devant les locaux du ministère de l'Environnement, rassemblement pour réclamer 4 mois d'arriérés de salaire. Ces agents en ont profité pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Lat Gay, leur porte-parole avec Oumou Kalsoumli. On constate que nous sommes à notre deuxième contrat et chaque fois c'est le même scénario qui se passe. Le premier contrat daté de 2021 à 2023. On vient de nous renouveler notre contrat toujours, c'est le même scénario. Nous sommes à notre 4e mois sans salaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici au niveau du ministère aujourd'hui pour réclamer nos salaires. On a entretenu plusieurs négociations avec les autorités du ministère et jusqu'à présent en vain. Pendant ce temps, on est en train de payer à d'autres collègues à qui nous partageons le même travail. Et ça, nous déplorons cette situation. C'est inadmissible. Nous lançons un appel au président de la République pour régler cette situation. Parce que cette situation a duré depuis le premier contrat 2021. Et depuis toujours, c'est le même scénario. Puis on est dans des conditions très, très, très difficiles actuellement. On est venu la semaine passée au niveau du ministère. On était reçus avec ces agents, les autorités du ministère. Ils avaient promis que l'argent est disponible au niveau du trésor. Et cette semaine-là, ils ont procédé au paiement. Alors on est constaté du lundi au vendredi, à l'heure où nous parlons, on n'a rien vu. Pendant ce temps, on est en train de payer nos collègues du DEC. Si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure. La menace donc des agents d'appui forestier des eaux et forêts par la voix de leur porte-parole Latgay. Ces agents qui ont tenu ce matin un rassemblement devant le ministère de l'Environnement pour réclamer 4 mois d'arriérés de salaire. Le programme Kheyundaouni à Touba, les jeunes enrôlés n'ont reçu que 2 mois de salaire. Ce qu'ils dénoncent et interpellent le Premier ministre Amadouba. Ils estiment que ce manque de considération ne peut pas prospérer. Cheikh Dieng, leur porte-parole. Les jeunes du département d'Ambaké sont très fatigués. Le président Macky Sall a initié le programme Kheyundaoui pour permettre à la jeunesse du Sénégal d'avoir du travail. Plusieurs jeunes ont été enrôlés dans ce programme, mais les jeunes n'ont reçu que 2 mois de salaire. Depuis lors, ils peinent à rentrer dans leur fonds. Nous lançons un appel au président Macky Sall ainsi qu'au candidat Amadouba. Ces responsables locaux n'ont aucune considération envers les jeunes. Le Benno Bokk Yakaar ne peut pas gagner les élections sans l'implication des jeunes. On demande plus de considération. Certains responsables promettent la victoire de Benno à Touba au candidat Amadouba et je peux vous dire qu'ils sont incapables de faire gagner la coalition dans la ville sainte. Ils ont fait leurs promesses à Macky Sall et à chaque élection, la coalition Benno Bokk Yakaar perd Touba. Il est temps que le candidat Amadouba parle avec la jeunesse de Touba, car cette jeunesse très engagée peut faire gagner la coalition aux élections ici. Et nous parlons de la responsabilité sociétale d'entreprise. Le Forum civil qui donne une bonne note à la commune de Ngoundiane, Birahim Seck invite les autres communes à faire de la RSE une exigence pour permettre aux populations locales de bénéficier des retombées des entreprises implantées dans leur terroir. Cheikh Anta Diop, notre correspondant à Thiès. La responsabilité sociétale des entreprises doit être utile à la communauté, c'est ce qu'a bien compris le Forum civil qui a poussé les carrières et entreprises minières de Ngoundiane à promouvoir
la RSE à caractère général. Cette collaboration avec le maire de Ngoundiane a permis d'améliorer les conditions de santé des populations de cette localité. Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil. Les actes de RSE qui sont posés par les entreprises découlent des besoins qui sont exprimés par la commune. Dans d'autres localités, c'est le contraire. Ce sont les entreprises qui initient des actions. Mais ici, c'est la collectivité qui dit voici les besoins que j'ai exprimés. Je voudrais que vous nous veniez en aide. Et c'est cette même politique qui est aujourd'hui continuée au niveau de Ngoundiane. Il y a quelques mois, il nous a conviés pour la pose de la première pierre d'une maternité financée par une entreprise de la localité. Aujourd'hui également, il nous invite pour la réception d'une ambulance médicalisée de la part également d'une entreprise de la place. Le maire de Ngoundiane, Mbaye John, est d'avis que les sociétés minières implantées à Ngoundiane doivent participer au développement de sa commune. Il y a des externalités des carrières, il y a la poussière, mais en contrepartie, ils doivent contribuer au développement de ce. Et nous le faisons en partenariat avec le Forum civil, qui est très attaché aux questions de gouvernance, qui nous aide à renforcer la capacité donc, de nos conseillers, en train d'administrer en tout cas des techniques par rapport en tout cas à la gestion moderne de nos collectivités. Selon le coordonnateur du Forum civil, ce bel exemple doit être disséminé sur l'ensemble des communes du Sénégal. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, campagne de commercialisation de l'arachide. Permettre à la Sonacos de collecter le nombre de tonnes dont elle a besoin, c'est le souhait du secrétaire général de la CNTS-FC. Cheikh Diop s'offusque de la politique de l'État qui, selon lui, n'aide pas du tout la Sonacos. Un combat que la CNTS compte mener si elle remporte les élections de représentativité des centrales syndicales, élections prévues le 12 décembre prochain. À Louga, dans le cadre de sa tournée, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, a dénoncé l'émiettement du mouvement syndical. Nafissatou Ndiaye. La situation du dialogue social pose problème selon Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, Force du changement. Pour lui, la première préoccupation à prendre en compte est celle de la campagne de commercialisation de l'arachide. Dialogue social, il faut que nous sommes prêts à apporter un changement. La façon dont l'État compte dérouler la campagne de commercialisation de l'arachide est vraiment inadmissible, ce que nous n'allons pas du tout accepter. La Sonacos doit avoir suffisamment d'arachide. Elle doit fonctionner 12 mois sur 12. Nous nous battons aussi pour que les permanents et les saisonniers soient embauchés progressivement. En tout cas pour moi, avant toutes les exportations, la Sonacos doit avoir la quantité qu'elle aura besoin. La multiplicité des syndicats sans impact positif est un aspect que déplore le secrétaire général de la CNTS-FC. Pour moi, les syndicalistes sont désorganisés. C'est pour cela que certains travailleurs posent leurs problèmes aux activistes. Par exemple, une fois majoritaire, nous ferons tout pour mettre fin aux grèves administratives. D'ailleurs, c'est nous qui allons déposer les préavis de grève pour que les protocoles d'accord soient réglés et dans tous les secteurs. Dans le cadre de sa tournée, la CNTS-FC était à Louga avec presque tous les travailleurs de son syndicat, tels que ceux de la Sonacos, de la justice, les enseignants, entre autres. Cette tournée va s'achever vers le nord, précisément à Matam, puis à Saint-Louis. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Justement, par rapport à la Sonacos, avec les précisions du président du conseil d'administration qui réagit donc suite aux informations relatives au risque de faillite de la boîte. La société a fait des bénéfices de plus de 500 millions de francs CFA lors du dernier exercice. Cependant, la Sonacos est confrontée à des difficultés techniques, précise Youssouf Diallo. Pour qu'une société soit en faillite, il faudrait qu'à partir de l'arrêté des comptes, que l'on constate que le niveau des pertes de cette entreprise est supérieur et de loin aux fonds propres détenus par cette entreprise-là. Ce n'est pas le cas de Sonacos. Il y a quelques mois, j'ai présidé le conseil d'administration pour l'arrêté des comptes et l'assemblée générale des actionnaires et il était établi sur une base certifiée par le commissaire aux comptes que Sonacos serait bénéficiaire de 561 millions. Donc, une société en faillite n'est pas à ce niveau-là. Ses fonds propres même ont augmenté. Donc, il ne faut pas faire une confusion entre les difficultés qu'une entreprise peut rencontrer maintenant du point de vue de l'approvisionnement, du point de vue de son niveau d'équipement technique et la faillite. Nous avions collecté l'année qui précédait, il y a 2 ans, 29 000 tonnes. L'année dernière, nous avons collecté 22 000 tonnes pour une société dont le point mort est de 150 000 tonnes. Mais nécessairement, ça crée des difficultés au niveau de l'entreprise. Mais puisqu'il y a eu un certain niveau de diversification au niveau de Sonacos, nous sommes parvenus relativement à amortir d'une façon ou d'une autre le choc. Et pour la présente campagne de commercialisation de l'arachide, quels sont les objectifs de la Sonacos et où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle? Voilà, pour ce qui concerne
concerne la campagne, je crois que ces questions, le directeur général est plus habilité que moi pour y répondre, parce que c'est des questions qui relèvent directement de la gestion. Mais je vous rappelle que Sonacos a un point mort de 150 000 tonnes. Quand Sonacos ne collecte pas 150 000 tonnes, il lui est difficile que, du point de vue de la commercialisation et de la transformation de l'arachide, que nos produits puissent couvrir nos charges. Ça, au moins, c'est connu. Diallo, le PCA de la Sonacos, il est midi, bientôt 20 minutes. Nous en venons maintenant au séminaire intergouvernemental tenu hier à Paris. La France et le Sénégal ont signé 56 conventions pour un montant de 1500 milliards de francs CFA, ce qui nous amène à revisiter l'état de la coopération entre les deux pays. Les relations sont-elles au beau fixe? Mohamed Ali Mouba a mené une petite enquête sur le sujet. Ce séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal est un signal du maintien de la confiance entre les deux partenaires traditionnels au développement. Pour Dr Seydina Oumar Sey, économiste, l'axe Paris-Dakar fonctionne à merveille. C'est également l'occasion pour la France et le Sénégal de se fixer des objectifs ambitieux allant dans le sens de renforcer leur partenariat dans des domaines aussi stratégiques que la jeunesse, tout simplement. Et côté militaire, eu égard la tension ou bien l'instabilité autour de nous, c'est-à-dire au niveau de la sous-région, la zone Sahel. Mais toujours est-il que là avec l'avènement du pétrole et du gaz, la prochaine exploitation du pétrole et du gaz, désormais on a les coups de France pour discuter par exemple des relations win-win, gagnant-gagnant. Donc je pense bien que c'est des cadres pour lesquels il faudra renouveler les partenariats stratégiques. Dans le cadre de cette coopération bilatérale, 1500 milliards devraient être dégagés pour financer 56 projets. Secteurs visés, la formation à l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture donc, les infrastructures, l'emploi des jeunes avec la formation des jeunes au numérique. Mais Maïssa Babou n'est pas emballé. Il est économiste, enseignant-chercheur à l'UCAD. Ça va finir dans la poche d'étrangers qui viennent chez nous en tant que conseillers payés à coups de millions. Donc, comme j'ai dit, je répète, je n'ai pas vu la participation massive de l'Europe par rapport aux Chinois, par rapport aux Turcs, par rapport aux Japonais qui au moins nous donnent tout de même des investissements aussi visibles que les stades, aussi visibles que les routes et même aussi visibles que les hôpitaux ou bien des lycées. Pour Dr Seydina Oumar Sey, la France n'a pas en tout cas le choix de bousculer et qu'elle est dans ses derniers retranchements par d'autres concurrents. Parce qu'encore une fois, il y a la pénétration commerciale de la Chine, les autres par exemple pays qui viennent par exemple en Afrique au niveau du précaré français. Donc la France va toujours essayer d'avoir des contacts sur lesquels on pourra compter pour des lendemains meilleurs par rapport à la reconfiguration de la zone Sahel. Donc il faudra avoir des positions géostratégiques. Là où un peu partout il y a le sentiment anti-français, donc il faudra développer de nouvelles approches pour essayer de plaire à la jeunesse africaine de manière générale et particulièrement celle sénégalaise. Donc du coup, les autorités sénégalaises également vont essayer de donner des gages en vue, encore une fois, d'obtenir des privilèges en termes de perfusion financière, si vous voulez, en termes de coopération stratégique pour tout ce qui est, par exemple, des domaines connexes pour aller vers cette émergence tant souhaitée, tant espérée. Toutefois, les contraintes restent intactes dans le cadre de certains projets comme le TER. Mohamed Ali Mouba, et puis en plus bref, ce 8 décembre qui marque le 11e anniversaire de la disparition de Serigne Mansour Sy Borom Daradji, le 4e khalife général des Tidjanes, rappelé à Dieu en 2012 à l'âge de 87 ans. Serigne Mansour Sy était un grand érudit de l'islam qui avait d'ailleurs implanté plusieurs écoles coraniques à travers le pays, d'où son surnom de Borom Daradji. Il a été khalife général des Tidjanes de 1997 après la disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh jusqu'à son rappel à Dieu le 8 décembre 2012. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom. La Sierra Leone d'abord, l'ex-président Ernest Bai Koroma convoqué pour un interrogatoire sur la tentative de coup d'État. C'est hier qu'il a reçu une convocation de la police selon un communiqué du ministère de l'Information. Il doit se rendre au siège du département des investigations criminelles à Freetown dans un délai de 24 heures afin d'assister la police dans l'enquête en cours. Dans un communiqué, l'ex-chef d'État a fait savoir qu'il entend coopérer pleinement avec la police dans ses enquêtes. Il a
appelé au calme et a demandé à la population de soutenir les investigations de la police. D'anciens gardes d'Ernest Bai Koroma sont soupçonnés d'avoir participé aux troubles du 27 novembre qui ont fait 21 morts, 18 membres des services de sécurité et 3 assaillants. La situation en Sierra Leone et celle en Guinée ont été évoquées lors de la 5e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, rencontre qui s'est tenue mercredi à Abuja au Nigeria. Selon un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères, le Conseil a préconisé l'envoi en Sierra Leone d'une mission de stabilisation de la CEDEAO. Pour le cas de la Guinée-Bissau, le Conseil prévoit le déploiement d'une mission de haut niveau dans le pays en vue d'échanger avec le président de la République et les acteurs clés sur le rétablissement de l'Assemblée nationale. Il est aussi recommandé l'envoi de missions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée afin de renouer le fil du dialogue pour une reprise des chronogrammes de transition. Au Mali, la révision des listes électorales se déroule normalement après l'étape d'enregistrement, de validation et de correction. La phase de finalisation a démarré. Les agents en charge des opérations déplorent cependant une faible affluence. Zanga Abdoulaye Ouattara. Boubacar Diakité, président de la commission de révision des listes électorales de la commune 2 du district de Bamako, a enregistré 248 transferts et 29 radiations. On peut dire qu'il n'y a pas d'affluence, mais plutôt ils ont perdu leur pièce d'identité. Ils ne connaissent pas le numéro de leur carte militant. De voir sur la liste électorale s'ils sont là-dessus pour leur donner ces renseignements. La commune 6 est à 1908 personnes transférées, 4280 validations et 10 radiations. Salia Sangaré, superviseur du processus, déplore le peu d'engouement des populations pour l'opération. Je crois qu'il y a un déficit d'information. L'État doit jouer ce rôle. À l'intérieur du pays, la faible affluence est aussi déplorée par les agents en charge de la révision. Dans ces zones, comme dans beaucoup, l'opération est au stade de la finalisation. On a fait 68 transferts, radiation 71, validation 390. C'est de finaliser le tout et de dresser le tableau rectificatif. C'était un peu timide. Les commissions de supervision de l'EJ ont participé. Les partis politiques n'ont pas tous été au rendez-vous. L'affluence des populations a été très timide. Certains des superviseurs regrettent la faible implication des partis politiques dans cette révision des listes électorales qui prendra fin le 31 décembre 2023. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Au Comores, limogeage de la présidente de la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême. Une décision du président Azali Assoumani à moins de 10 jours du début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. Aucune raison officielle n'a été avancée. Alim Ahmed a été remplacé par le substitut général de la Cour suprême. Tanzanie, Georges, le bilan des intempéries s'est alourdi. Au moins 76 personnes ont été tuées dans ces glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord du pays. Bilan fourni hier par la présidente Samia Suluhu Hassan qui s'est rendue sur les lieux. Elle précise que cette catastrophe a également détruit des infrastructures et l'activité économique. Ces intempéries sont survenues dans la nuit de samedi à dimanche. Un précédent bilan donné mardi faisait état de 65 morts selon le porte-parole du gouvernement. Ces glissements de terrain ont déplacé quelques 600 personnes. Et puis la guerre au Proche-Orient, des dizaines de morts dans de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 40 morts près de la ville de Gaza et de dizaines d'autres à Diabalia et Khan Younes. D'intenses combats urbains font rage dans et autour des plus grandes villes de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce vendredi sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les énergies fossiles, objet de polémique à la COP28 qui se poursuit à Dubaï. La position du Sénégal face aux enjeux, quelle analyse en faire? On en parle dans la rubrique Point de vue tout à l'heure. C'est aujourd'hui la journée mondiale du climat et nous serons avec Boubacar Mbouch, ministre conseiller du président de la République chargé des questions d'énergie et d'environnement. Youssouf Ndiaye, expert consultant en gestion de développement durable et membre du comité patronal des énergies renouvelables du Sénégal. RFM Sport.
Le sport avec Cheikh Tidiane Diagne dans ce studio. Bonjour Cheikh. Bonjour à vous, Barthélémy Ngom. Retour d'abord sur la qualification du Sénégal à la prochaine CAN féminine de football. Oui, il faudra le préciser. Le Sénégal qui va honorer une 3e participation à la CAN prévue au Maroc en 2024. Une 2e qualification de suite pour les Lions. Elles ont sorti tout dernièrement l'équipe de l'Égypte après l'avoir battue ici même au Sénégal sur le score de 4-0. Mais également, lors du déplacement, le Sénégal a fait un match nul qui n'est pas sans conséquences graves pour l'équipe puisque l'essentiel a été fait à domicile. Et au retour au pays, le sélectionneur et l'une des cadres des Lions reviennent sur la clé du succès sénégalais. Sodakam. Cette 2e qualification consécutive à la CAN féminine résulte d'un travail de dur labeur, si l'on se fie au sélectionneur Mame Moussa Cissé. Alors, il était un objectif pour la fédération et pour nous d'inscrire de manière pérenne la participation du Sénégal, parce que c'est ça qui permet à l'équipe de grandir. C'est dans les grandes compétitions qu'une équipe grandit, c'est dans une grande compétition que l'équipe parvient à s'imposer davantage. Safietou Sagna, milieu de terrain des Lions, trouve que cette qualification est un acquis. Je pense à l'extérieur, cela peut être vu comme un exploit. Mais de l'intérieur, cela forge le groupe. On voit une stabilité, une performance constante de l'équipe sur la scène internationale du football africain. On essaie de suivre les conseils du coach pour continuer à performer et gagner en expérience afin de pallier les étapes. Quart de finaliste lors de la précédente CAN, les Lions veulent faire plus et le staff pense déjà à la préparation. Il faut continuer à travailler, à planifier le travail, à permettre à l'équipe de se regrouper le plus de temps possible, d'avoir la possibilité de jouer des matchs et ouvrir l'équipe à ces binationales aujourd'hui qui tapent à la porte et qui peuvent apporter une plus-value à cette équipe-là. Continuer à travailler et à répondre présente à chaque sélection, tout donner pour la nation afin de hisser le drapeau du Sénégal au plus haut niveau du football africain féminin. Les Lions du Sénégal vont encore attendre concernant leur futur adversaire pour cette 15e édition de la CAN féminine, puisque la CAF n'a pas encore livré la date du tirage au sort ni de la compétition qui aura lieu au Maroc. Sodakam, merci. Les Gazelles de Kédougou, club de National 1, sont seuls en tête de son groupe. Désormais, ils ambitionnent de gravir les échelons au plus vite sous la houlette de son nouveau président, notre confrère Yoro Mangara, que nous avons joint ce matin à Paris. Kédougou est une ville de talent. C'est une commune où il y a eu pas mal de belles générations. Karamba Diallo a frappé à la porte de l'équipe nationale A. Il a été capitaine de l'équipe nationale Espoir quand il était à la douane, etc., etc. Le seul grand qu'on a produit pour l'instant, c'est Salif Diao, et on veut en produire d'autres. Là, nous sommes leaders de notre poule, la poule A, en National 1. Il y a 3 équipes qui ont 7 points, dont justement la Gazelle de Kédougou, avec 2 victoires et un match nul. Ce que nous voulons cette année, c'est de monter en Ligue 2. On a pas mal végété dans les échelons inférieurs. Maintenant, l'objectif, c'est de viser la Ligue 2 cette saison et la Ligue 1 dans 2-3 ans. On a les moyens, parce que le talent, il est là. Il fallait juste se réorganiser parce que ces dernières années, les batailles crypto-personnelles ou même les batailles politiques ont pu empêcher la Gazelle de Kédougou d'aller plus loin dans ces différentes compétitions. On a essayé de ratisser large, de faire appel à toutes les bonnes volontés de la commune de Kédougou, mais également à toutes ces personnes qui s'y connaissent en football pour essayer d'aider le club fagnon de la région de Kédougou à accéder en Ligue 2. Pour cela, nous appelons également toutes les sociétés minières de la région à venir en aide au club, à essayer de faire ce que l'APIX fait avec le Casasport, etc. Voilà, Yoro Mangara, un confrère qui est passé par la RFM, qui est actuellement donc avec RFI, qui est par ailleurs mon camarade de promotion au CESTI. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour ces précisions. Tout à fait, c'est important. La Ligue des champions de la CAF, clap de fin de la manche, allez ce soir. Au programme, à partir de 16h GMT, Madayama jouera contre les Young Africans. À 16h toujours, Al-Ahli d'Égypte va accueillir le CRB Lustat de l'Algérie. 19h, Étoile sportive du Sahel contre Al-Hilal. Demain, samedi, pour la suite des rencontres sur l'international toujours, mais cette fois-ci en Europe. Il y a plusieurs très belles rencontres lors de la 15e journée de la Serie A. On retrouve notamment cette affiche entre la Juventus de Turin et le Napoli. Elle lancera cette nouvelle journée ce vendredi à partir de 19h45 à l'Ens Stadium. Les Bianconeri sont les seuls à tenir le rythme de l'Inter de
Milan. Ils sont à la deuxième place de la Serie A, à seulement 2 longueurs du leader du classement. Enchaînant les bons résultats, la vieille dame voudra certainement poursuivre face au Napoli. Le champion en titre de la Serie A est à la 5e position au classement du championnat italien. Merci, cher Tidiane. RFM reportage. Le reportage de ce midi, c'est aujourd'hui la journée mondiale du climat. Le réchauffement climatique et ses conséquences sur le thermomètre. Décembre, un mois réputé frais. Mais ces dernières années, tel n'est pas le cas. Eh bien, l'impact sur le chiffre d'affaires des vendeurs de vêtements de froid se fait alors sentir. Leur commerce tourne au ralenti. Un reportage signé Rokhaya Sambou. Non, pour le moment, je porte que des t-shirts parce qu'il ne fait pas froid. Il fait ni chaud ni froid. Difficile de s'acclimater pour ce qui est des vêtements. Mbaké et Joseph, ces jeunes rencontrés à la rue 6, tous vêtus de t-shirts légers, ne savent pas quoi mettre de précis avec ce temps qui varie. Avec ce temps-là, on ne peut pas porter des trucs aussi lourds. C'est le temps qui le fait. Ouais, effectivement, il y a un changement climatique radical, ça même. Ouais, avec le temps qu'il fait. C'est l'atmosphère avec les couches de zone et consort. C'est pour cela qu'il fait chaud. Ouais, les voitures sont trop nombreuses. Ah ouais, tout ça. Il y a un peu de... Non, parce qu'il ne fait pas froid comme on dit. Ouais, ça fait longtemps ça. Ça fait très longtemps. Le froid qu'on avait autant, il n'y en a plus maintenant. Les années passées, c'était à l'avant, à partir du mois de décembre. Nos dents, il faisait cac à cause du froid. Mais maintenant, on ne va plus se fraîchir. Maintenant, on n'ose même pas acheter des habits de froid parce que non, je préfère les t-shirts parce qu'il n'y a pas de froid. La chaleur continue et le froid diminue. Et pour le troisième âge aussi, très compliqué de s'adapter. Ndeye Fatou et Modou Ndiaye ont plus de la soixantaine. Les vendeurs de friperies, notamment ceux qui vendent des vêtements de froid, c'est un casse-tête pour pouvoir écouler toutes leurs marchandises. Avec ce climat instable, notre business ne marche pas beaucoup. Du coup, on a des pertes. Et cette année est plus dure. La fraîcheur s'annonce, mais on ne le voit pas venir. Ça valse. Tantôt il fait froid, tantôt il fait chaud. Même les clients s'y perdent. Le réchauffement climatique est bien passé par là, mais l'espoir est peut-être permis avec des conclusions qui seront tirées de la COP28. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, ce risque de perturbation de l'année universitaire. C'est COSYDEP qui donne l'alerte et étale ses craintes sur nos écoles et nos universités. Cannes, présidentielle, grève des enseignants, de gros nuages s'amoncellent dans le ciel de l'éducation et il pourrait perturber l'année en cours alors même que certains de nos élèves ou étudiants n'ont pas encore entamé leur année. Sud Quotidien, qui est allé couvrir la conférence de presse de la COSYDEP, rapporte les propos de Chermot et compagnie qui appellent les hommes politiques à décliner leurs ambitions pour l'éducation tout en l'épargnant des rivalités politico-politiciennes. En attendant, retour de l'observateur sur les présumés financements occultes qu'aurait reçu Ousmane Sonko, financement qui serait venu du Qatar. Le journal constate que ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Ces accusations, chaque opposant a eu droit à son dossier. De Diouf à Macky Sall, le journal rafraîchit d'ailleurs la mémoire à ses lecteurs. Diouf fait l'accusation contre Abdoulaye Wade sur les fonds libyens. Macky Sall est l'affaire de blanchiment d'argent. Ousmane Sonko face aux 20 millions du Qatar. Commentaire du journal Le Quotidien intitulé Le poker menteur. Un tel débat, beaucoup ont voulu sciemment l'éviter, le disqualifier par du désintérêt et surtout chercher des fous fuyants dans un pays où médias et société civile ne cessent à longueur de journée de prêcher des obligations de transparence, de reddition des comptes et d'une probité dans la vie publique. On aura beau chercher à fuir la farandole d'actes graves sur le lit de l'exploitation des ressources pétrolières, mais selon le journal, l'incongruité de l'affaire ne cessera de rattraper au pas pressé. À présent, l'état de la coopération entre le Sénégal et la France, Amadou Ba, qui s'est rendu en France, le Premier ministre s'est entretenu avec son homologue Elisabeth Borne sur les projets phares du plan Sénégal émergent. Le quotidien note que l'heure était à l'évaluation de la coopération entre les deux pays. Le Soleil, qui met son zoom, pointe le renforcement de l'axe Dakar-Paris. Enquête qui va au détail note que beaucoup d'accords ont été signés, mais dans Réumi Quotidien, Mimi Touré ne voit pas d'un bon œil cette visite
du Premier ministre. Mimi Touré tape sur Matignon. Le confrère lui ouvre ses colonnes. Elle dit « Nos partenaires au développement et pays amis à cette période particulière de l'histoire de notre pays se doivent de pratiquer une totale équidistance entre tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. » L'Union européenne qui continue d'attirer les Africains dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Le dispositif Frontex a répertorié plus de 27 000 arrivées sur le territoire européen. Ce, entre janvier et octobre dernier. Le journal Le Quotidien constate que, contrairement à ce qui se dit, les Sénégalais ne sont pas majoritaires. Peloton de tête, les Ivoiriens et les Guinéens viennent ensuite les Sénégalais. À la une du journal Source A, le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental a expiré depuis quelque temps. Le journal Source A se demande pourquoi le président de la République ne change pas ses conseillers. Leur mandat, qui est de 5 ans pour certains, a expiré depuis 3 mois, les autres étant nommés pour une durée d'1 an. Même s'il s'est toujours électrifié de nervosité contre le fait que le directeur général de la RMP continue à rester en poste alors que son mandat a expiré, le journal écrit que Birahim Seck crèche toujours au Conseil économique, social et environnemental de façon illégale. On termine par du sport. À la une, CAF Awards 2023, jour africain de l'année, aucun Sénégalais finaliste, une première depuis 2016, regrette le journal. Sadio Mané, la fin d'une longue régularité. Ballon d'Or, Salah, Hakimi et Osimhen, finalistes, mais jeune Lamine Camara ou Amara Diouf pourraient sauver toutefois l'honneur. En première page du journal Sunu Lamb, Bombardier lâche ses missiles. Je vais me bagarrer avec Reug Reug. Réponse de Reug Reug, je suis plus fort que toi. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue, les énergies fossiles, objet de polémique à la COP 28 qui se poursuit à Dubaï. La position du Sénégal face aux enjeux du moment, quelle analyse en faire? Je rappelle qu'aujourd'hui est célébrée la journée mondiale du climat. Pour en parler, nous sommes avec Babacar Mbouch. Monsieur Mbouch, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre conseiller du président de la République chargé des questions d'énergie et d'environnement. Notre deuxième intervenant, Youssouf Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Expert consultant en gestion de développement durable et membre du comité patronal des énergies renouvelables du Sénégal. Alors, je donne d'abord la parole à Boubacar Mbouch autour de la problématique, les énergies fossiles qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une polémique à la COP 28. Ministre conseiller du président de la République, M. Ndiaye, chargé des questions d'énergie et d'environnement. Alors, les grandes puissances qui demandent aux pays émergents comme le Sénégal donc de se conformer, mais ce que le chef de l'État sénégalais a accepté, oui, mais il pose d'abord la problématique du financement de la transition énergétique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Par quel procédé passer pour une bonne maîtrise des énergies? Merci beaucoup pour cette invitation, pour essayer un peu de donner un point de vue sur ces questions-là. Je viens récemment de Dubaï pour avoir accompagné le président de la République. Alors, la question de la transition énergétique, si tout le monde est d'accord sur les effets du climat, du changement climatique aujourd'hui, au nord comme au sud, la façon de parvenir à la transition énergétique et puis d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés à nous tous, c'est là où il y a un problème. Le problème, c'est que depuis maintenant 2019 et même avant, le président de la République n'a pas arrêté de bagarrer sur ces questions-là à l'occasion des grands événements, que ce soit sur la question du financement, que ce soit sur la question de l'atténuation ou alors de l'adaptation. Alors le problème, il est posé comment? Alors les pays du Nord, particulièrement le couple Allemagne, France et États-Unis, tout d'un coup ont décidé que voilà, qu'ils ne vont plus financer, ainsi que les institutions internationales, les projets liés aux énergies fossiles. Alors, et ça pose problème, parce que un pays comme le Sénégal et d'autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, Dieu a fait que nous avons du pétrole et du gaz. Parce que parmi les énergies fossiles, il y a le charbon, le pétrole, le gaz naturel, entre autres. Oui, j'en viens. La contradiction d'ailleurs, c'est ça. Puisque
Je donne tout simplement l'exemple du conflit russo-ukrainien. Quand le conflit a éclaté et que l'Europe occidentale risquait de manquer de combustible pour faire fonctionner son économie, ils ont rouvert le central à charbon. Tout de suite, c'est l'Allemagne qui a commencé, ensuite la France a suivi. Voilà. Donc, or, on sait que le charbon est l'une des combustibles les plus dirty, comme on dit en anglais, les plus émettrices de gaz à effet de serre. Donc, on se rend compte que finalement, ce que disent les Occidentaux, c'est à la carte. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Pendant cette crise également, on a vu que la France, tout d'un coup, a émis un point de vue en changeant, en essayant de changer. Si je vous comprends, M. Mbouch, si je vous comprends bien, ça veut dire que les Occidentaux veulent exiger aux pays émergents ce qu'ils refusent de faire. Oui, non, ce qu'ils font. Au contraire, c'est le contraire. Ils veulent nous empêcher de faire ce qu'eux, ils font. On ne peut pas vouloir dire aux pays africains du Sud, n'exploitez pas votre gaz et votre pétrole, et en même temps, on ouvre les centrales à charbon qui étaient fermées depuis belle lurette. Et ça va plus loin, parce que c'est géopolitique et c'est à la fois politique aussi. Parce que la France, en pleine crise aussi, la crise dont j'ai parlé tout à l'heure, a décidé de changer la taxonomie des énergies, c'est-à-dire la classification. Les Français ont décidé tout d'un coup que le nucléaire et puis le gaz étaient des énergies propres. Alors donc c'est plein de contradictions. Une fois ils classent par exemple le nucléaire, c'est difficile de le placer comme énergie propre. C'est vrai qu'ils n'aimaient pas de gaz à effet de serre, mais les déchets nucléaires, on ne sait pas quoi en faire. Et ils en ont pour 300 ans. Ils les ont enfuis sur Terre et ça, il n'y a pas pire contre... pour la préservation de l'environnement. Donc on ne comprend pas. Et donc nous comptons sur ces énergies-là pour assurer notre développement. Parce que le développement, c'est de l'énergie. Si vous classez les pays par nombre de kilowattheures consommés par habitant, vous verrez que ça suit exactement le classement des pays au niveau de développement. Les États-Unis en haut, après la France, ainsi de suite. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, monsieur le ministre Boubacar Mbouch. Je reviens à vous tout à l'heure. Youssouf Ndiaye, expert consultant en gestion de développement durable et membre du comité patronal des énergies renouvelables du Sénégal. On se souvient, le sommet de Nairobi, justement, un sommet pour préparer cette COP 28. Ce sommet de Nairobi avait appelé à un investissement de 600 milliards de dollars pour augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable en Afrique de 56 gigawatts en 2022 à moins de 300 gigawatts d'ici à 2030. Aujourd'hui, est-ce que c'est faisable? Est-ce que les puissances étrangères vont nous laisser faire? Oui, merci beaucoup, M. Ba. Permettez-moi d'abord de rectifier un peu. Je suis membre du conseil patronal, mais pas du comité. Conseil patronal des énergies renouvelables. Toutes mes excuses, membre du conseil patronal. Conseil patronal des énergies renouvelables. Et je salue aussi M. Mbouch, qui est mon copartenaire actuellement en termes d'intervention pour cette problématique majeure qui est en train de menacer toute l'humanité en général. Oui, je suis d'accord avec M. Mbouch sur son intervention, mais en disant aussi simplement que nous avons des problématiques et des considérations beaucoup plus accrues en ce qui concerne les pays au sud, surtout les pays au sud du Sahara. Nous ne sommes pas censés ignorer que les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues à cause de la production de l'énergie. Donc, principalement de type fossile. Il faut le savoir, donc, que nous sommes pratiquement à l'orée ou même à la fin d'un cycle. Si nous ne prenons pas garde et que nous continuons toujours à nous baser sur notre habitude à considérer ces énergies fossiles, nous allons, nous, au pays du Sud, surtout du Sahara, en subir les conséquences les plus néfastes. Ça veut dire quoi, principalement? On est actuellement... Notre bateau, on est en pleine mer et notre bateau commence à prendre de l'eau. Et ça risque de couler. On doit s'attaquer donc à la source des problèmes. Incessamment, il faudra soit essayer de boucher le trou ou même en même temps essayer de trouver des solutions que l'eau qui est déjà dans le bateau, comment écoper cette eau et le sortir. Donc, nous sommes face à deux problématiques. L'adaptation et l'atténuation. Ce sont les deux béquilles du changement climatique. L'adaptation et l'atténuation. Du coup,
Oui, et du coup, les énergies fossiles qui sont les principales causes des émissions, en premier lieu, et le transport qui est la deuxième cause responsable de 20% des émissions, nous sommes avec tout à fait en phase que depuis la COP21 de Paris, où l'engagement des pays développés était de contribuer à développer les énergies renouvelables, où l'Afrique détient les 40% du potentiel de production mondiale, puisse être véritablement un effet qui va infléchir véritablement sur ce changement climatique-là. Alors ça veut dire quoi? 100 milliards de dollars avaient été proposés. Pour éviter que nous qui avons des nouvelles découvertes en termes de ressources pétrolières et gazières, puissent ne pas utiliser ces ressources-là. Mais une contrepartie, c'était de voir les 100 milliards de dollars pour faire 10 gigawatts par an jusqu'en 2025 n'ont pas répondu à l'appel, véritablement. Et nous avons la police du changement climatique qui fait, du moins la CPI, la Climate Policy Initiative, qui joue la police pour les ressources du financement climatique, a dit que 30% seulement de ces fonds ont été déboursés, dont n'ont bénéficié principalement que les pays à l'Est. Justement, parce que même parfois c'est compliqué, les mécanismes de décaissement. Compliqué parce que tout simplement, les fonds, je pense, ne sont pas remboursables. Non, les fonds ne sont pas remboursables, effectivement, c'est pour nous éviter aussi de produire nos ressources fossiles. Donc ces fonds que nous recevons ne doivent pas effectivement être des fonds qui doivent être un goulot d'étranglement plus tard pour nos pays qui sont déjà à maigre revenu en termes économiques. Voilà les situations et il faut voir, je suis en phase que pour nous développer, il nous faut aussi nous baser sur nos ressources. Ça, c'est une véritable question qui se pose à nous, mais les pays développés se sont effectivement basés sur ces ressources-là pour avoir ces trucs-là. Mais c'est nous qui allons en subir les conséquences si nous suivons les mêmes pas qu'eux, ils ont fait. Parce que l'Afrique ne contribue que pour 3 à 4% des émissions, mais nous en subissons les conséquences les plus néfastes. Donc, il va falloir que nous essayions de voir véritablement comment nous pouvons essayer de juguler cette problématique-là pour voir la véritable solution qui s'y est pour nous en termes de développement. D'accord, je reviens à vous, M. Ndiaye. Monsieur le ministre Boubacar Mbouch, par rapport au financement de la transition énergétique, il y a la question liée, l'enseignante question liée à la disponibilité des fonds. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des engagements qui sont pris, à l'instar de cette COP-là, concernant, par exemple, la question des pertes et dommages. Il y a des engagements qui sont pris, mais le problème, c'est la mise à disposition réelle de ces fonds-là. Donc, comme il l'a rappelé Michel Ndiaye, depuis la COP de Paris, voilà, donc des engagements ont été pris, c'est pas encore réalisé, là encore on va vers d'autres engagements. Mais pour revenir un peu rebondir ce qu'il a dit, c'est vrai que les énergies fossiles sont pour l'essentiel l'énergie responsable des phénomènes climatiques extrêmes que nous connaissons, pour émettre le plus de polluants. Mais nous y sommes déjà. Le Sénégal est à plus de 30% d'énergie renouvelable intégrée dans son réseau. Et récemment, les négociations qui ont eu à Paris sur le nouveau pacte d'investissement... Je pense que le Sénégal est à 33%. Oui, 33% exactement, à plus de 30%, tout à fait. Donc on aboutit à la mise en place d'un nouveau fonds qu'on appelle les GETP, Gas Energy Transition Partnership, qui vont permettre à aider les pays du Sud à se développer. Donc nous allons passer de 30 à 40%. Donc nous n'avons pas la même trajectoire que les pays occidentaux, qui ont utilisé pendant plus de 2 siècles le charbon, et puis ensuite qui continuent un peu de polluer. Donc là n'est pas la question. Le problème, c'est un peu comment les pays africains peuvent faire face à la fois à la question de leur développement, mais aussi tout en veillant effectivement au dérèglement climatique. Et là, un nouveau paradigme est sorti, récemment porté par des ONG, qui parle de plan de prospérité climatique. C'est-à-dire que la péjoration climatique est transformée en opportunité de développement. Et c'est ça notre axe. Mais le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, dans le pire des cas, ne peuvent prendre que le gaz comme énergie de transition. On ne peut pas, alors que l'Europe aujourd'hui fonctionne quasiment au gaz. Tous les pays occidentaux développés, les États-Unis sont même en train d'exploiter le gaz de schiste, qui crée encore beaucoup plus de problèmes. Et on n'en parle pas. Donc on ne peut pas nous empêcher, nous, d'utiliser
la ressource dont nous disposons, et puis en même temps de nous battre pour ce qui est de l'insertion des énergies renouvelables. Donc, tous les engagements de financement, non seulement tardent à venir, mais, comme le dit le président de la République, aujourd'hui, pour s'adapter, c'est-à-dire pour faire face aux dégâts causés par le changement climatique, on est obligé de nous endetter. Et ça nous met dans un autre cycle économique assez difficile, puisque nos pays déjà ont beaucoup de contraintes à ce niveau. Mais si nous sommes obligés, je donne l'exemple de Sali. Vous voyez, Sali, la plage était partie, le bord des hôtels était presque pris par la mer, des piscines sont parties. L'érosion côtière. Voilà. Donc on a mis beaucoup d'argent, mais qu'on a dû emprunter pour recharger les plages, ramener en fait le sable et recréer une station balnéaire en bonne et due forme. C'est un exemple précis. Donc c'est en ces termes que se pose le problème. Et malheureusement, il faut regretter le fait que ce combat-là n'est pas porté ni par la société civile, ni par les opinions publiques. J'ai lu hier l'article de Cheikh Ibra Kane, votre collègue journaliste, qui est un excellent article qui dit que ces questions transcendent les clivages politiques et devraient pouvoir être portées par l'ensemble des partis politiques. Oui, la société civile, mais aussi les opinions. Aujourd'hui, les COP devraient être l'occasion pour la jeunesse africaine de prendre en charge ces questions-là, et même de façon indépendante, en dehors des gouvernements, de pouvoir se battre sur ces questions. Au regard des enjeux qui se pointent à l'horizon. Merci beaucoup. Mais tout à fait. Merci M. Mbodj. Youssouf Ndiaye, en une minute, je termine justement avec vous. Quel doit être maintenant le comportement des pays émergents? Je parle des pays africains qui ont l'obligation d'exploiter leurs ressources tout en se conformant, bien sûr, aux normes environnementales. Oui, c'est là où se pose de véritables problèmes. On peut avoir un nexus à la fois et aussi un petit problème sur lequel il va falloir que nous essayions de répondre le plus rapidement possible. Comment produire ces ressources-là tout en éternuant par rapport aux engagements que l'État du Sénégal d'ailleurs avait pris au niveau de la COP de Paris en ce qui concerne la contribution déterminée au niveau national, la CDN. Donc il va falloir que nous essayions, nous, et pratiquement au niveau du secteur privé que nous représentons et que nous défendons. Si vous permettez d'ailleurs, je voulais faire une petite digression pour la Just Energy Transition Partnership, la JETP, que l'État du Sénégal a signé à Paris il y a 1 ou 2 ans déjà, qui va augmenter ce potentiel de production d'énergie renouvelable à 40%, de 30 à 40%. Mais notre principal souci se trouve aussi dans la définition des politiques de stratégie que nous faisons au niveau national avec l'État du Sénégal, qu'on puisse inclure effectivement la société civile et le secteur privé national. Parce que les producteurs, les IPP qui sont déjà sur place, qu'on appelle les Independent Power Producers, sont la plupart des temps des fonds qui sont des fonds étrangers. Si nous essayons de voir l'impact que ça va véritablement produire sur notre économie, il y a un véritable gap qu'il va falloir boucher. Donc, ça veut dire qu'il y a une économie extraordinaire. Donc, malheureusement, il est important que cette JETP-là doit être prise en compte principalement pour faire même ce qu'on appelle une discrimination positive aux entreprises nationales, locales, qui sont là, qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience, pour véritablement répondre aux objectifs qui sont les nôtres. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Voilà débat vraiment passionnant. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Youssouf Ndiaye, merci. Expert consultant en gestion de développement durable et membre du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal. Merci également à Boubacar Mbodj, ministre conseiller du